Personnellement, dans mon domaine, hein, qui est la médecine, je n'imaginais pas qu'on puisse avoir des performances, aussi extraordinaires avant 2035-2040. C'est-à-dire, j'ai été comme tout le monde stupéfait. Les performances en médecine de ChatGPT sont extraordinaires. Si on prend par exemple la neurochirurgie, ChatGPT a l'une des meilleures notes à l'examen pour être qualifié comme neurochirurgien aux États-Unis. C'est quelque chose qui était impensable et que personne n'imaginait. Donc, oui, comment nous allons gérer cette accélération de la tornade technologique? C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Alors par ailleurs, vous précisez que pas une ligne de ce livre n'a été écrite par ChatGPT, alors à 2 exceptions près, on pourra dire lesquelles. Est-ce que cela veut dire que ChatGPT aurait pu écrire potentiellement ce livre à votre place? Alors ChatGPT écrit des livres, hein, il y a pas mal de gens qui font écrire leurs livres et puis les sondages ont montré qu'une très large partie des journalistes, font écrire une partie ou parfois la totalité de leurs articles par GPT-4 et dans 75 des cas, ils ne le disent pas à leur rédacteur en chef, ils le font en cachette. Donc effectivement, faire bosser GPT-4, pour pouvoir, jouer aux jeux vidéo au bureau, ça risque d'être un sport, répandu dans les années qui viennent. Alors, vous précisez dans votre livre Venons-en au fond, Laurent Alexandre, que l'intelligence artificielle, vous le disiez, ça fait très longtemps qu'on en parle, et qu'au fond, il y a eu beaucoup de fausses promesses durant, assez longtemps. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où on a cru qu'il y avait des accélérations des capacités de l'intelligence artificielle, et puis en réalité, c'était des faux départs. Et là, depuis 6 mois, enfin depuis 9 mois, depuis le 30 novembre 2022, c'est-à-dire la sortie de ChatGPT, on est au contraire dans une phase d'accélération avec un potentiel de l'intelligence artificielle qui est plus important que ce qu'on imaginait. On le voit dans beaucoup de domaines, hein. On parlait de la médecine, mais on pourrait parler de l'examen pour être avocat aux États-Unis, l'examen du barreau, où GPT-3 fournissait parmi les plus mauvaises copies à l'examen du barreau et GPT-4 fournit parmi les meilleures copies de l'examen pour devenir avocat aux États-Unis. Alors ce qui a, tout changé, vous le racontez dans votre livre, c'est notamment l'arrivée du deep learning. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors le deep learning, c'est en fait une espèce de reproduction du fonctionnement du cerveau au niveau des ordinateurs. C'est-à-dire, on donne beaucoup d'informations aux ordinateurs et on essaie de les faire fonctionner comme fonctionnent les neurones de notre cerveau. On parle de neurones artificiels, hein, ce ne sont pas des neurones biologiques, ce sont des neurones informatiques. Et progressivement, ces neurones artificiels, ils ont eu des performances qui se rapprochaient de plus en plus des performances humaines. Et aujourd'hui, il est assez difficile de déterminer si on est face à un ordinateur, face à GPT-4 ou face à un humain, tellement les performances de ChatGPT sont exceptionnelles et reproduisent une assez large partie des capacités humaines. Bien sûr, on a de grosses incertitudes sur ce qui va se passer dans les années qui viennent. Vous avez probablement vu que le fondateur de ChatGPT a écrit la semaine dernière qu'il avait la conviction que la superintelligence, des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, serait là avant 2030, c'est-à-dire dans moins de 7 ans. Alors vous dites dans votre livre, vous avez cette expression, vous parlez de bifurcation de l'aventure humaine. Vous dites que nous sommes en train, avec l'intelligence artificielle, d'acquérir un pouvoir démiurgique. Est-ce que ce n'est pas un peu fort quand même de parler Ah, de pouvoir démiurgique? on est face à une révolution. L'intelligence, c'était quelque chose de long et difficile à produire. Entre la position du missionnaire quand on fait un bébé et puis le doctorat ou le MBA du petit, Il fallait travailler un peu. il fallait 30 ans. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, on peut l'éduquer en quelques instants. Donc on a une accélération de l'histoire parce que nous sommes dans un moment très singulier où la production d'intelligence devient gratuite et quasiment infinie. Le fondateur de ChatGPT a bien montré que nous rentrons dans un monde où l'intelligence humaine, faite par des cerveaux biologiques, va être ultra minoritaire. La quasi-totalité de l'intelligence sur Terre en 2030, elle ne sera pas humaine, elle sera artificielle. L'intelligence humaine va devenir une toute petite partie de la production d'intelligence. C'est un vrai changement de civilisation, c'est même
un changement anthropologique. C'est une vraie bifurcation dans l'aventure humaine. Et je salue les internautes qui nous regardent en direct sur lefigaro.fr, notamment Chris Cross, Rome, qui nous regarde. Si vous avez des questions pour notre invité, pour Laurent Alexandre, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Laurent Alexandre, vous dites que nous sommes en train d'acquérir un pouvoir démiurgique, que c'est un véritable tournant dans l'aventure humaine. Et en même temps, l'intelligence artificielle ne peut pas tout. Vous le dites aussi dans votre livre, il y a des barrières infranchissables, typiquement les barrières de la physique, ça on ne pourra jamais s'en affranchir. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière et on imagine mal comment l'intelligence artificielle pourrait nous donner des solutions pour dépasser la vitesse de lumière. Mais il y a aujourd'hui peu de limites à ce que peut faire l'intelligence artificielle. C'est la très grande surprise de ChatGPT. C'est que finalement, l'intelligence humaine est assez facile à reproduire avec des ordinateurs, même si aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne nous dépasse pas encore dans tous les domaines. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que l'intelligence artificielle ne va pas nous dépasser. Aujourd'hui, la plupart des experts pensent que dans 1000 à 2000 jours, l'intelligence artificielle aura dépassé le cerveau humain dans toutes les dimensions. Derrière, la superintelligence, c'est un autre problème. Il n'y a pas de consensus parmi les experts pour savoir si le fondateur de ChatGPT a raison de prédire que la superintelligence va arriver dans les 7 années qui viennent. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle a besoin d'énergie notamment pour fonctionner? Elle a tout de même besoin, elle aussi, de support physique. Est-ce qu'il n'y a pas là un impensé quand on considère l'intelligence artificielle? La nécessité tout de même d'entretenir un lieu physique, la nécessité d'avoir de l'énergie? Oui, vous savez, il y a, rien que dans nos océans, il y a suffisamment d'isotopes de l'hydrogène pour fournir de l'électricité à l'humanité pendant 13 milliards d'années. Or, comme vous le savez, dans 2 milliards d'années, nous sommes obligés de déménager de la Terre parce que le Soleil va rendre la Terre invivable quand il va beaucoup grossir Cette énergie, dans les milliards d'années qui viennent. Donc, on ne peut pas encore l'extraire aujourd'hui, cette Non, énergie. mais à la fin du siècle, on saura faire fonctionner l'énergie de fusion. Et en réalité, contrairement à ce que les écologistes nous racontent, nous n'allons pas être dans une période de disette énergétique. Nous allons avoir une quantité absolument invraisemblable d'énergie. Pour le dire simplement, Homo Deus va vivre dans une débauche d'énergie et cela va être permis par l'énergie de fusion qui va remplacer les centrales nucléaires actuelles. Alors ça, c'est pour la perspective. Dans votre livre, Laurent Alexandre, vous expliquez aussi que ça nous pose des énormes défis. Notamment, l'intelligence artificielle nous pose d'énormes défis, notamment en matière d'éducation. Alors tout à l'heure, en lien avec les émeutes qui ont lieu en France ces derniers jours, on parlait justement de l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, l'école paraît complètement dépassée par rapport à l'intelligence artificielle. L'école est dépassée et puis l'école ne s'intéresse pas à ces sujets-là. J'ai pas encore entendu le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, parler de ChatGPT. Jamais. Enfin, ou alors ça m'a échappé. L'éducation nationale est complètement à côté de ses pompes. Elle prépare nos enfants au monde d'avant ChatGPT. Or, nous ne sommes pas dans le monde d'avant ChatGPT, nous sommes dans le monde de ChatGPT. Donc, on a un grand décalage de l'école. Et puis, c'est vrai que beaucoup de gens sont angoissés sur le devenir des gens moins intelligents que ChatGPT et ses successeurs. Oui, ça pourrait nous mettre au D'ailleurs, chômage. le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, est en train de lancer une grande expérimentation de revenu universel pour les gens moins intelligents que ChatGPT. Mais personnellement, je préférerais qu'on rénove l'éducation. Parce que ce n'est pas un projet de société pour moi de mettre au revenu universel les gens dépassés par ChatGPT jusqu'au moment où ils arrivent chez Orpea. Je pense que c'est plus un cauchemar politique qu'un projet social intéressant pour notre civilisation. Mais si l'école ne se réforme pas, si l'école ne prépare pas au monde de l'intelligence artificielle, il va y avoir beaucoup de casse, il va y avoir beaucoup de gens dépassés par l'intelligence artificielle qui effectivement seront des chômeurs de longue durée ou des gens qui seront au revenu universel en attendant la dépendance. Oui, vous parlez notamment de l'importance de revaloriser le rôle de professeur. Vous dites que c'est aujourd'hui une fonction qui n'est sans doute pas estimée à sa juste valeur. J'en viens à ce que vous avez évoqué, à cet autre défi que nous pose l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence ne risque pas de supprimer des emplois, de mettre toute une série de personnes concrètement au chômage? Vous m'avez dit il y a quelques instants que certains journalistes pourraient se retrouver au chômage, alors peut-être dans un avenir proche. Mais est-ce que quelque part là, il n'y a pas un vrai risque qu'on ne pourra pas adresser? L'intelligence artificielle va nous faire découvrir plein de nouveaux métiers et elle va accélérer la croissance.
La décroissance de Sandrine Rousseau, des écologistes, de la NUPES, c'est fini. Les statistiques prévisionnelles qui ont été montrées notamment par Goldman Sachs montrent une explosion de la croissance économique à cause de l'intelligence artificielle. On va créer plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles entreprises, plein de nouvelles activités. Donc, il va falloir des hommes pour remplir ces nouvelles fonctions. Nous ne sommes plus dans un monde décroissant, nous rentrons dans un monde d'hypercroissance. Donc, cela va générer de l'activité qui va permettre d'aider à la transition. Il va y avoir quelques métiers supprimés, mais pas tant que ça, et il va y avoir plein de nouveaux métiers. Comme vous savez, il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris en 1793. Ils ont tous été supprimés par l'eau courante, mais il y a aujourd'hui à Paris plus de personnes qui gèrent l'eau courante, l'épuration de l'eau courante, la récupération des eaux usées, la fabrication des compteurs d'eau qu'il y avait de porteurs d'eau en 1793. Donc le métier de porteur d'eau a été remplacé par l'eau courante, mais l'eau courante a généré encore plus d'emplois qu'il y avait de porteurs d'eau. On va avoir des phénomènes de même nature. Donc moi, je ne suis pas pessimiste. Si on rénove rapidement l'éducation, si on a dans les années qui viennent un ministre de l'Éducation qui comprend les enjeux de l'intelligence artificielle mieux que l'actuel ministre de l'Éducation qui, de mon point de vue, est totalement largué face à ces technologies-là, je suis plutôt optimiste. Est-ce qu'une intelligence artificielle, Laurent Alexandre, une intelligence artificielle qui apprend, qui par elle-même, voire qui pense par elle-même, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de créer un monstre, de créer un léviathan qui pourrait un jour se retourner contre nous? Vous connaissez la phrase du fondateur de ChatGPT, Sam Altman, cette phrase absolument extraordinaire. Il a dit « Bien sûr, l'intelligence artificielle va nous supprimer, mais dans l'intervalle, nous allons créer des entreprises magnifiques. » C'est quand même pas très rassurant comme façon d'envisager l'avenir pour l'humanité. Comme vous savez, les principaux experts de l'intelligence artificielle ont écrit un statement, une déclaration de 22 mots le mois dernier, déclarant que pour limiter le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle, il faut absolument prendre des mesures urgentes et réguler l'intelligence artificielle. Ça, vous y êtes favorable à une réglementation Je de l'intelligence pense qu'il va artificielle? falloir qu'on réfléchisse dans chacun de nos pays, à l'échelle mondiale, sur la façon dont on gère ce nouvel acteur du monde, puisque nous n'avons plus le monopole de l'intelligence conceptuelle, nous allons partager les rênes de notre civilisation, nous allons partager la gouvernance du monde avec les cerveaux de silicium, avec l'intelligence artificielle. Donc il faut réfléchir à la façon dont nous allons cohabiter avec l'intelligence artificielle. Nous pensions être jusqu'à la fin des temps la seule espèce intelligente et pensante de l'univers. Maintenant, il y en a deux. L'intelligence artificielle fait de silicium et l'intelligence humaine fait de neurones. Nous devons nous adapter à ce nouveau monde pour le piloter au mieux et éviter les conflits avec l'intelligence artificielle. Alors Laurent Alexandre, il y a un paradoxe dans tout ça, c'est que cette révolution de l'intelligence artificielle dont vous parlez dans votre livre, que vous nous décrivez là, elle arrive dans un contexte particulier, dans un contexte particulièrement technophobe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? Dans les phases d'accélération de la technologie, il est normal que les gens prennent peur. Il y a des gens qui ont peur d'être dépassés, il y a des gens qui ont peur pour leurs gamins. Quand on voit dans quel état est l'éducation, on ne peut qu'être inquiet de ce que nos gamins vont faire face aux successeurs de ChatGPT. Donc cette angoisse-là, eh bien, il faut la limiter, il faut la réduire par le discours politique. Le discours politique doit accompagner cette révolution technologique à l'école, au gouvernement. Il y a un immense effort de pédagogie. Je reproche au gouvernement de ne jamais parler de ces sujets-là. Et le silence d'Elisabeth Borne sur l'intelligence artificielle est quelque chose pour moi de consternant et c'est une faute. Je considère que les élites politiques sont irresponsables de ne pas préparer notre pays, de ne pas préparer nos familles, nos entreprises et nos gamins à ce monde nouveau qui est en train d'arriver. Il faut un sursaut politique. L'irresponsabilité politique sur ces sujets-là n'est plus acceptable. Il faut que nous nous adaptions à ce changement de monde que nous et nos gamins allons connaître dans les années qui viennent. Et alors justement, il nous reste 30 secondes, Laurent Alexandre, mais je voulais le mentionner, vous terminez votre livre par une lettre ouverte à la génération de ChatGPT. Vous dites en substance aux plus jeunes, ne désespérez pas, l'avenir est plein de promesses. C'était important pour vous de le rappeler à la fin de votre ouvrage? Bien sûr, les discours technophobes et apocalyptiques à la Sandrine Rousseau me sortent par les oreilles et je voulais dire à la jeunesse qu'il faut croire dans l'avenir, il faut croire dans l'Europe, dans la liberté, dans la science et qu'il faut faire des bébés parce que
Nos Oui, ça, c'est gamins, la conclusion de votre livre, nos d'ailleurs. gamins ne font plus de bébés, la population est en train de s'effondrer. Si nous voulons garder notre modèle civilisationnel, il ne faut pas que la France de 2090 soit totalement déserte. Nos gamins doivent nous donner des petits-enfants.